Avant de faire rentrer Laurent Hénard, je voulais vous faire part et m'associer à la peine de notre collègue Devinas qui a perdu son épouse. Effectivement, son épouse avait des problèmes de santé, ça allait mieux, mais elle a fait une chute. Et malheureusement, elle est décédée, donc je lui ai envoyé un petit mot pour lui présenter nos condoléances. Et je tiens à adresser au nom de toutes et tous nos plus vives et sincères condoléances. Je tiens également à adresser mes félicitations pour la nomination de Philippe Tabarot au ministère des Transports. C'est important parce que c'est effectivement notre commission qui est reconnue à travers cette nomination, notre commission qui est reconnue au niveau des transports. Et je voulais vous donner une troisième information, mais je vais attendre que notre collègue de Mayotte soit là, parce que j'aimerais qu'il nous parle un petit peu, parce qu'on en entend tous parler, on entend tous un certain nombre de choses, mais je pense que celui qui est le plus à même de nous parler du problème à Mayotte, c'est notre collègue. Donc je vais attendre qu'il arrive. Je pense qu'il est dans les couloirs comme nous, où on était à Clémenceau, puis on s'est un peu promené. C'est bien, ça, on fait un peu de sport le matin. Voilà, donc il devrait pas tarder de nous rejoindre. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule. Et puis vous souhaitez, bien entendu, à toutes et à tous, ainsi qu'à vos familles et à notre commission, mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Voilà, merci. Donc on peut faire rentrer le candidat. Bien, mes chers collègues, nous entendons ce matin Laurent Hénard que le président de la République propose de renouveler dans ses fonctions de président du conseil d'administration de l'établissement public de l'État dénommé Voies navigables de France en application de l'article 13 de la Constitution. Comme vous le savez, une telle nomination ne peut intervenir qu'après l'audition de la personnalité pressentie devant chacune des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, suivi d'un vote à bulletin secret. Monsieur Hénard, avant de céder la parole au rapporteur, permettez-moi de revenir sur votre parcours et de présenter sommairement VNF. Vous avez eu, comme chacun sait, un riche parcours politique. Vous avez notamment fondé les Jeunes Radicaux et vous avez été secrétaire national du Parti radical valoisien de 2003-2014, à la suite de quoi vous en avez été le président jusqu'en 2017. Vous avez également été président du mouvement radical social-libéral, puis du Parti radical jusqu'en 2024. Vous avez par ailleurs été député de la Meurthe-et-Moselle de 2002 à 2004, puis de 2005 à 2012, et vous avez été secrétaire d'État à l'insertion professionnelle des jeunes dans le gouvernement Raffarin III en 2004 et 2005. Vous avez également été maire de Nancy de 2014 à 2020. Vous êtes actuellement avocat au barreau de Nancy, conseiller municipal de Nancy, conseiller métropolitain de la métropole du Grand Nancy et surtout depuis 2019, vous assurez la présidence du conseil d'administration de Voies navigables de France, VNF. Ce qui me permet de rappeler que notre commission vous avait auditionné dans le cadre de cette nomination. Le 9 juillet 2019, nous avions alors approuvé votre candidature pour prendre la tête de cet établissement en remplacement de Stéphane Saint-André. Cette nomination a été entérinée par un décret du président de la République en date du 17 juillet 2019. Votre mandat de membre du conseil d'administration de VNF est arrivé à échéance le 27 mars dernier. Un arrêté du 24 avril du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires a renouvelé ce mandat. Et un second arrêté du même ministre vous a nommé président par intérim du conseil d'administration renouvelé le 30 avril dernier. Il a cependant fallu attendre le 7 novembre 2024 pour qu'une proposition de nomination vous concernant pour un second mandat parvienne au Parlement.
Je rappelle que VNF génère plus de 6700 km de voies navigables et près de 4000 ouvrages d'art, écluses, barrages, ponts, canaux, etc. Il s'appuie pour ce faire sur plus de 4000 agents, 7 directions territoriales, au plus près des usagers de la voie d'eau. Cet établissement est en outre un moment charnière car il doit faire face à de nombreux défis. Défis en termes d'entretien et de modernisation des voies d'eau que de gestion hydraulique. S'il veut pouvoir continuer à jouer un rôle essentiel dans la transition écologique de notre pays et son adaptation au changement climatique. Cette audition est bien entendu publique, elle est ouverte à la presse et retransmise sur le site du Sénat. À l'issue de notre audition et après le départ du candidat, nous procéderons au vote à bulletin secret. Je rappelle à chacune et chacun d'entre vous qu'il ne peut y avoir de délégation de vote et que le dépouillement sera effectué simultanément à l'Assemblée nationale et au Sénat. Votre audition devant la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de nos collègues de l'Assemblée nationale aura lieu la semaine prochaine, le mercredi 22 janvier. Je rappelle également que votre nomination ne pourra intervenir si l'addition des votes négatifs de chaque commission représente au moins 3/5 des suffrages exprimés dans les deux commissions. Sans plus tarder, je cède la parole à notre rapporteur, Franck Derzin, pour conduire votre audition. Vous pourrez ensuite nous présenter votre candidature et nous faire part de votre retour d'expérience, de vos motivations, avant de répondre aux questions du rapporteur. À l'issue de cet échange, mes collègues sénateurs vous interrogeront à leur tour, puis vous serez invités à leur répondre. Je vous remercie et je cède immédiatement la parole au rapporteur. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur Hénard, je suis heureux donc de vous recevoir aujourd'hui pour cette audition en application de l'article 13 de la Constitution qui concerne donc votre reconduction à la tête du Conseil d'administration des voies navigables, donc VNF, et ainsi que l'a rappelé donc le président Longeot, nous vous avions entendu donc en juillet 2019 à l'occasion de votre première nomination. Votre candidature avait d'ailleurs recueilli un avis favorable du Parlement. Le conseil d'administration de VNF a été renouvelé en mars 2024 et votre mandat de membre de ce conseil au titre des personnalités qualifiées a été reconduit le 24 avril 2024, donc par arrêté du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. À la suite de cette décision, vous avez été chargé d'assurer votre propre intérim par un arrêté du 30 avril 2024, et ce, jusqu'à la fin officielle de votre mandat de président, donc le 16 juillet 2024. Compte tenu de la dissolution de l'Assemblée nationale, votre intérim a duré plus longtemps que prévu et nous n'avons été saisis de votre candidature pour un nouveau mandat de président que 4 mois plus tard, c'est-à-dire le 7 novembre dernier. Si ce délai peut s'expliquer par la situation politique et institutionnelle inédite que traverse notre pays, notre commission constate de plus en plus fréquemment un problème de méthode dans la manière dont l'Élysée traite ces fameuses nominations. À l'article 13, et pour ne citer qu'un exemple récent, notre commission a alerté le gouvernement pendant des mois sur la nécessité de nommer le nouveau président de l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, la CNUSA, qui, du fait, je dirais, d'une situation d'intérim, ne pouvait plus prononcer de sanctions à l'encontre des compagnies aériennes depuis avril 2024. On en a parlé. Cette proposition de nomination n'est finalement intervenue qu'en décembre dernier. Le cas de VNF est certes différent et la longueur de votre intérim résulte surtout de facteurs exogènes. En l'espèce, l'absence de synchronicité entre les mandats des membres du conseil d'administration de VNF et celui du président conjugué à une instabilité politique inédite, il ne reste pas moins qu'une meilleure anticipation de ces nominations à des postes clés pour la vie de la nation s'avère indispensable pour éviter le recours à de longues périodes d'intérim qui, de fait, reviennent à amputer les capacités d'action des acteurs concernés ainsi qu'à contourner le Parlement et affaiblir son pouvoir de contrôle. Bien, ce cadre général étant posé et le message étant passé, non pas à vous, monsieur, mais à qui de droit, j'en viens au sujet qui nous réunit ce matin, c'est-à-dire votre candidature au poste de président du conseil d'administration de VNF pour un second mandat. Je souhaiterais vous interroger sur plusieurs points afin d'apprécier d'une part le bilan de votre première mandature et d'autre part votre vision d'avenir pour cet établissement public qui est au cœur de l'ambition fluviale de la France, et vous le savez, de ma région Hauts-de-France qui m'est chère. Tout d'abord, vous avez pris la tête de VNF à un moment charnière, juste avant la promulgation de la loi d'orientation des mobilités,
la LOM, de décembre 2019, qui a impulsé donc de profonds changements pour l'établissement, notamment à travers la définition d'une trajectoire d'investissement ambitieuse pour le réseau et la signature d'un contrat d'objectifs et de performance avec l'État. Dans ce contexte, vous aviez pris lors de votre audition plusieurs engagements devant nous. Bon, je n'en citerai que deux. D'abord, accompagner l'établissement dans cette transition postérieure à la LOM pour l'installer dans le paysage et assister le directeur général dans la défense des intérêts de VNF par un travail régulier avec le Parlement. Sur ce sujet, VNF est incontestablement monté en puissance depuis 2019 et notre commission entretient des relations fréquentes et fructueuses avec sa direction générale, notamment à l'occasion de l'examen annuel du projet de loi de finances. Pour autant, en amont de cette audition, certains collègues m'ont fait part de leur surprise, voire parfois de leur déception, de n'avoir eu que rarement l'occasion de vous rencontrer au cours de votre mandat. Après avoir étudié attentivement ce point, qui m'a également interpellé, il me semble que cette moindre visibilité résulte en réalité, et c'est important, chers amis, surtout d'éléments structurels liés à la nature même de la fonction de président. Lié à la nature même de la fonction de président de VNF qui n'est, je le rappelle, et c'est important à savoir, pas du tout exécutive, raison pour laquelle elle n'est d'ailleurs, je le signale, pas rémunérée, ce qui est quand même assez rare dans ces nominations. C'est en effet le directeur général qui est chargé de piloter l'établissement et de le représenter à l'extérieur, tandis que le président a pour mission de conduire les travaux du conseil d'administration en y déminant un certain nombre de tensions et désaccords, ce qui n'est évidemment pas une mince affaire dans le contexte que connaît VNF, et d'apporter au directeur général un soutien politique supplémentaire lorsque cela est nécessaire. Or, je dois dire qu'à la lumière des entretiens préparatoires que j'ai conduits, le bilan de votre premier mandat dans ce périmètre de mission bien particulier apparaît très positif. J'aimerais néanmoins que vous nous indiquiez comment vous avez envisagé votre rôle de président de VNF, compte tenu de ce positionnement institutionnel qui est, je le rappelle, singulier, et quelle a été votre méthode de travail avec la direction générale de l'établissement pendant ces 5 années. Aussi, si vous êtes reconduit à sa tête, comment comptez-vous continuer à assurer la fluidité et l'efficacité de ce tandem ? Parce qu'il s'agit bien, évidemment, d'un tandem. Au demeurant, ces éléments devraient conduire les législateurs que nous sommes à interroger la manière dont est définie la procédure prévue à l'article 13 de la Constitution s'agissant de VNF. Question que je pose là aussi à qui de droit. En toute rigueur, il serait en effet plus logique que nous entendions, dans le cadre de cette procédure, les candidats au poste de directeur général, compte tenu de l'étendue des prérogatives qui s'y attachent. Un parallèle peut être fait avec d'autres établissements au fonctionnement institutionnel similaire, vous le savez ici, comme la NCT ou le FB, pour lequel d'ailleurs notre pouvoir de contrôle en application de l'article 13 de la Constitution porte non pas sur la présidence, mais bien sur la direction générale. Cette question dépasse bien sûr le cadre de vos fonctions. Néanmoins, à l'aune de votre expérience à ce poste, pourriez-vous nous donner votre sentiment ? J'en viens au second engagement que vous aviez pris devant nous en 2019. D'une part, parvenir à un rehaussement des investissements en faveur du niveau fluvial après, il faut le souligner, des décennies de sous-investissement. Et d'autre part, stabiliser les relations entre l'État et VNF et structurer les missions de l'établissement à travers le COP. Sur ce point, l'amélioration, elle a été tangible. À la faveur de la LOM, du COP signé en 2021 et du plan de relance, les moyens consacrés au réseau ont atteint 200 millions d'euros par an en 2021-2022, soit un doublement par rapport aux 90 millions d'euros qui étaient dédiés en 2020. La révision du COP en décembre 2023 a permis de franchir un nouveau cap en prévoyant environ 300 millions d'euros par an pour la régénération, la modernisation et le développement du réseau pour les prochaines années. Pour autant, cette trajectoire demeure encore en deçà des besoins, nous le savons. Le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures de février 2023 a d'ailleurs souligné l'état de dégradation préoccupant du réseau de l'établissement, faisant état d'un indice d'état fonctionnel de 2,85 sur 4, caractérisant donc un état moyen à mauvais donc pour les barrages et écluses exploités par VNF.
J'ajouterai que la robustesse des capacités d'investissement de VNF est cruciale pour la réussite des chantiers de développement du réseau à grand gabarit dans lequel l'établissement est impliqué, à commencer par le futur axe européen Seine-Escaut. Alors, Monsieur le Président, quel regard portez-vous donc sur la trajectoire d'investissement actuelle de VNF et quels seront vos objectifs sur ce point si vous êtes reconduit à la tête de l'établissement, notamment dans l'hypothèse de la tenue d'une conférence nationale de financement des mobilités, promise depuis longtemps, mais qui se tiendra, le ministre, notre ancien collègue, nous l'a dit, se tiendra cette année. J'en viens donc à des questions plus prospectives pour l'avenir de l'établissement et l'ambition fluviale de notre pays qui est importante. Tout d'abord, comme vous le savez, la part modale de la voie d'eau n'a que peu progressé en France depuis les années 90, même si on relève d'importantes variations donc d'un territoire à l'autre, elle demeure en deçà des 3% au niveau national. Cette différence avec certains de nos voisins européens découle notamment d'une plus faible prise en compte du transport fluvial dans les acheminements portuaires. Ainsi, le transport fluvial détient seulement 10% des flux dans les ports maritimes français du fait notamment de délais et de coûts de manutention trop élevés, alors que cette part atteint 30 à 40% en Belgique et aux Pays-Bas. Monsieur le Président, si vous êtes reconduit, donc, quelle sera votre feuille de route sur ce sujet, notamment dans la perspective de la stratégie nationale fluviale qui est en cours de préparation? Ensuite, et deuxièmement, alors que VNF a perdu 15% de ses effectifs en 10 ans et que la révision du COP avait permis de stabiliser la trajectoire d'emploi de l'établissement jusqu'en 2026, le gouvernement a tenté de revenir sur cet engagement lors des discussions sur le PLF pour 2025 à l'automne dernier. Un amendement avait en effet été déposé à l'Assemblée nationale pour amputer de 37 ETP le plafond d'emploi global des 3 opérateurs du programme 203, dit infrastructures et services de transport, dont VNF est le plus gros contributeur. Le rejet de la première partie du PLF par les députés puis l'interruption des travaux à la suite de la censure ont permis donc d'écarter temporairement cette mesure, mais il est très probable qu'elle revienne dans le débat lors de l'examen de ce texte au Sénat, et ce, évidemment, dans les prochains jours. Or, la stabilisation des ETP de VNF, comme l'État s'y était engagé, est essentielle pour l'accomplissement des missions de VNF et la protection du climat social de l'établissement. Elle est en outre indispensable pour prendre en compte la réalité du projet de modernisation des méthodes de travail de VNF, qui ne produira pleinement ses effets en termes de gains de productivité qu'à compter donc de 2027. Alors, Monsieur le Président, comment comptez-vous vous mobiliser pour défendre les intérêts de VNF sur ce sujet stratégique de la trajectoire d'emploi? Enfin, j'aimerais aborder les missions de l'établissement à l'aune des effets du changement climatique. En septembre 2024, notre commission, conjointement avec la commission des finances, a adopté un rapport d'information sur les dramatiques inondations survenues en France en 2023 et 2024. 53% des départements ont été touchés et le bilan humain et matériel a été, vous le savez tous et toutes, très lourd. Ces événements ont néanmoins mis en avant le potentiel de la voie d'eau pour réguler les crues ou du moins réduire les dégâts qu'elles occasionnent. Pourtant, si la gestion des barrages et écluses de VNF peut, dans une certaine mesure, contribuer à prévenir les crues, la réfection ou le rehaussement de berges ou de digues excède le champ des missions de l'établissement et relève de la compétence GEMAPI. Le développement de ce type de synergie entre VNF et les collectivités territoriales permettrait de favoriser l'adaptation des territoires face au changement climatique et il répond à une forte demande des élus locaux, en particulier chez moi dans le Nord et le Pas-de-Calais. Seriez-vous prêt à soutenir une évolution des missions et des moyens de VNF en faveur donc de la prévention des inondations? Plus globalement, ne faudrait-il pas réfléchir aux ambitions que nous voulons donner au secteur fluvial au-delà du strict domaine des transports? Enfin, cette question m'amène à interroger la place des collectivités territoriales dans la gouvernance de l'établissement, puisque depuis un décret de 2023, le conseil d'administration de VNF ne compte plus de personnalités choisies parmi les élus locaux et l'établissement ne dispose plus de commission territoriale des voies navigables. Alors, je suis bien placé pour le savoir, puisque j'ai moi-même cessé de siéger pour ces raisons au CA de VNF à la suite donc de cette réforme. Monsieur le Président, un décloisonnement du champ d'intervention de VNF ne justifierait-il pas une évolution de la gouvernance de l'établissement afin de la rapprocher davantage
des territoires qui, vous le savez, nous tient particulièrement à cœur ici au Sénat. Je terminerai simplement en rappelant que, compte tenu du contexte difficile qu'il traverse et des nombreux défis à relever, VNF a sans doute besoin de stabilité et de visibilité. Aussi, il me semble que les liens de confiance que vous semblez avoir établis, d'après les informations que j'ai pu recueillir, non seulement avec la direction générale de VNF, l'actuelle et la précédente, mais aussi, je tiens à le souligner, avec les partenaires sociaux, qui m'ont dit le plus grand bien de votre présidence, pourraient constituer des atouts dans la conduite des chantiers en cours, à commencer par celui de la modernisation. Monsieur le Président, je vous remercie, et mes chers collègues, pour votre attention et vous cède sans plus tarder la parole. Monsieur le rapporteur, merci pour ces propos. Monsieur le candidat, je vous cède la parole pour votre présentation et répondre aux questions du rapporteur. Merci. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Je vais peut-être d'ailleurs commencer par votre première question. On va suivre finalement votre feuille de route sur le rôle du président de VNF, qui est un rôle effectivement particulier. Alors pour les élus locaux que vous êtes tous à un moment donné de votre parcours et dans votre esprit, sinon vous ne seriez pas au Sénat, ça s'assimile en fait un peu à l'implication de l'élu dans l'hôpital public, le CHU, ou éventuellement la SEM d'aménagement quand il est simplement président du conseil d'administration. C'est-à-dire le rôle du président de VNF, à travers la présidence du conseil d'administration, c'est finalement un rôle d'animation d'abord du dialogue dans et autour de l'établissement, ça c'est évident, mais c'est aussi un rôle d'orientation, de suivi, de surveillance. Voilà. Plus qu'un conseil d'administration, en fait, on pourrait plutôt parler d'un conseil d'orientation et de surveillance. C'est la raison pour laquelle la fonction n'est pas rémunérée. Je remercie le rapporteur de l'avoir mentionné, parce que très souvent, on imagine bien des choses qui ne sont pas la réalité. Alors, ça demande, vous l'avez très bien dit, monsieur le rapporteur, de bien s'articuler avec le directeur général. Ça, c'est vraiment, je trouve... moi, c'est ce que j'ai vécu au sein de mon hôpital quand j'étais maire. Il fallait vraiment réussir à trouver une répartition des rôles et quelque chose qui soit optimal avec le directeur général. J'ai réussi à le faire avec Thierry Guimbaud, je crois, et on le fait très bien avec Cécile Havzard depuis sa nomination. En tout cas, c'est le constat que j'ai. L'idée est très simple, c'est que puisque le directeur général est le seul à avoir une fonction exécutive, le seul à pouvoir engager l'établissement par sa signature, à pouvoir le représenter dans des actes de droit, le seul à avoir autorité sur les personnels, sur les services, et le seul à pouvoir rendre des arbitrages, l'idée est d'abord d'être à sa disposition pour lever les freins dans sa mission quotidienne. Donc de ce point de vue-là, il y a toujours un échange hebdomadaire régulier avec le directeur général. On fait le point sur les dossiers en cours, et quand mon intervention peut être utile, je le fais. Deuxièmement, je me suis impliqué dans le dialogue social de l'établissement à ma manière, si je puis dire. Le but n'était pas de remplacer le directeur général ou les instances paritaires prévues par les textes. Le but était de les compléter. Donc j'ai mis en place une fois par an une rencontre avec chaque organisation syndicale. J'ai reçu chaque organisation à chaque fois qu'elle le demandait. Je l'ai toujours fait en présence du directeur général, bien évidemment. Et j'essaye, quand il y a des délibérations du conseil d'administration impactantes de manière importante pour les conditions de travail des agents, j'essaye évidemment d'organiser avec le directeur général un temps, on va dire, de concertation spécifique. Sur ensuite l'évolution, moi j'ai essayé d'être en défense et en ouverture de l'établissement. En défense vis-à-vis du gouvernement et vis-à-vis du Parlement. Alors je suis désolé si certains ont manqué de moi, et je promets de corriger ce tir, surtout que j'adore venir au Sénat. Et globalement, voilà, ayant été parlementaire, j'aime le Parlement, donc j'ai toujours plaisir à y venir. Mais j'ai toujours essayé, quand le budget n'allait pas dans le bon sens, en tout cas pas dans le sens du COP et des engagements pris par l'État à travers ce contrat décennal, j'ai essayé de faire en sorte de sensibiliser d'abord le gouvernement, loyalement, puis ensuite députés et sénateurs concernés par la question sur les évolutions budgétaires négatives qui étaient envisagées et sur les manières de les corriger. Je voudrais peut-être m'arrêter là sur ce point. Je reviendrai après, à travers ce que vous avez évoqué sur le personnel et le fonctionnement, sur la doctrine qu'on a établie avec les deux directeurs généraux successifs en matière d'effectifs, de frais de fonctionnement, de budget de fonctionnement et de budget général de l'établissement. Deuxièmement, ouverture, puisque moi j'ai poussé autant que je l'ai pu sur les partenariats avec les collectivités locales. Alors, mes déplacements ont été tournés vers ça, vers l'ouverture de nouveaux... Alors, soit la reconduction de partenariats existants, soit l'ouverture de nouveaux partenariats entre VNF, les régions, les départements, le bloc communal,
à travers généralement la programmation d'investissement et des projets concrets. Donc voilà comment, si vous voulez, j'ai positionné mon travail, un travail d'animation du CA, évidemment, ce qui implique le dialogue avec les opérateurs économiques, avec le monde associatif lié et impacté par le fluvial, et ce qui implique tout particulièrement un dialogue avec les partenaires sociaux. Défendre l'établissement vis-à-vis de l'État dans le respect de ses engagements, le promouvoir auprès des partenaires, les collectivités locales au premier rang, bien sûr, mais aussi de plus en plus les institutions européennes. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, puisque le financement de VNF par l'Union européenne est allé croissant, et pas seulement pour le projet Senesco. Sur l'article 13, puisque vous m'avez interrogé sur ce point, qu'est-ce qui justifie que le président passe devant vous? C'est qu'en fait, l'établissement est fait de telle manière, c'est un EPA, c'est un établissement public administratif, ce qui veut dire qu'en fait, le directeur a la totalité du pouvoir exécutif, mais que le périmètre de délibération du Conseil est très vaste. Voilà. Le périmètre de décision du directeur est plus faible. Vous le savez, EPA, large périmètre généralement de délibération du CA, EPIC, large périmètre de décision du directeur général ou du directoire. Là, on est donc sur un système où le directeur a néanmoins besoin de l'inscription à l'ordre du jour de très nombreuses délibérations. Il nous arrive parfois d'ailleurs, pour assurer les affaires courantes, de convoquer des conseils d'administration à distance sur une délibération donnée, notamment dans le domaine des marchés publics, où on ne maîtrise pas intégralement les calendriers. Donc c'est ce qui fait que la personnalité du président du conseil d'administration est, je dirais, légalement sensible au jour d'aujourd'hui, c'est que sans le CA, le conseil ne peut pas fonctionner même couramment, et que donc le président du conseil d'administration, par l'inscription et la régulation de l'ordre du jour, par la conduite des débats, par l'éventuel amendement des délibérations et l'ajout de délibérations ou de motions supplémentaires, joue un rôle clé. Alors, je suis d'accord avec vous sur le fait que, démocratiquement, il me paraît incontournable qu'un jour ou l'autre, le directeur général, ou la directrice générale en l'occurrence, soit soumis à l'article 13. Alors, est-ce qu'on fait les deux? Est-ce qu'on bascule du président au directeur général? Ça, je laisserai le législateur et l'exécutif choisir. En tout cas, c'est vrai que dans l'esprit de l'article 13, il serait logique que le Parlement contrôlât aussi la nomination du directeur général. Vous m'avez interrogé sur un peu le bilan, les motivations, etc. Vous avez raison, je suis en intérim long. Le temps qu'il a fallu, comme l'a souligné le président Longeau, pour vous apporter une candidature n'est pas lié à mes hésitations. Voilà. J'ai adoré présider VNF et m'en occuper pendant 5 ans. Je trouve le sujet passionnant, très intéressant. Donc j'étais candidat à la reconduction de mon mandat. Il n'y avait pas d'hésitation sur ce point. Mais comme vous l'avez dit, le fonctionnement des rouages de l'État a connu quelques grippages. Bon, bref, aujourd'hui, je suis là. Je suis très heureux de rendre compte de mon action, de vous exposer les idées que je veux défendre et de répondre à toutes vos questions pour cette audition. Sur le bilan, moi, j'en prendrai que 2 éléments. Le premier, quand j'avais été auditionné en 2019, le mot central du débat, certains sénateurs étaient déjà là lors de l'audition, c'était la dénavigation. Il y avait eu le rapport Duron, il y avait l'idée de sacrifier une partie du réseau de petits gabarits en le retirant de la navigabilité, donc finalement en faisant en sorte que VNF et l'État ne s'en occupent plus. Là, cette idée-là, elle a disparu. Voilà, on ne parle plus de dénavigation. Vous l'avez vu dans les efforts budgétaires de l'établissement, le petit gabarit et beaucoup de travaux sur le petit gabarit trouvent toute leur place. Et d'ailleurs, l'essentiel des politiques de partenariat avec les collectivités locales porte souvent aujourd'hui sur la vitalité, le retour à un nouvel usage de ce petit gabarit. Donc, je pense que de ce point de vue-là, un pas a été franchi. Ça m'amène à répondre à la question sur l'investissement. Parfois, les chiffres, ça simplifie les choses. 2018, le dernier budget avant ma nomination, 161 millions d'euros d'investissement pour VNF. 2023, le dernier budget exécuté dont on a les comptes détaillés, 343 millions d'euros d'investissement exécutés par VNF. Avec, c'est vrai, pour la régénération du réseau, plus qu'un doublement du budget. Est-ce que c'est suffisant pour répondre à votre question? Non, en fait, les chiffres du rapport Duron n'ont pas changé. Il faut même les réévaluer de l'inflation écoulée depuis. Donc, aujourd'hui, on est sur un rythme... il manque au moins 1 milliard, en clair. Aujourd'hui, sur le COP, on est entre 1,5 milliard et 2 milliards selon les pondérations qu'on fera budgétairement. Il manque encore 1 milliard pour assurer la génération du réseau sur 10 ans. Est-ce qu'on peut aller plus vite que 10 ans? Très sincèrement, non, puisqu'il faut quand même que la maîtrise d'ouvrage suive.
Il faut instruire les études, il faut instruire les marchés, il faut suivre les chantiers. La direction générale de VNF, et je partage ce sentiment, s'honore d'avoir exécuté le budget, y compris en matière d'investissement, à 95 ou 96% à chaque exercice. Donc le budget n'est pas un budget incantatoire, c'est un budget qui est réalisé chaque année. Donc si on veut rester dans ce réalisme, évidemment qu'il nous faut quand même un délai raisonnable, 10 ans pour rattraper presque 50 ans de sous-investissement chronique sur le réseau. Je pense que ce n'est pas déraisonnable comme délai de rattrapage. Donc ce que je souhaiterais, c'est obtenir, au-delà du COP, peut-être par un meilleur travail sur les axes, en travaillant plus par bassin, d'obtenir des compléments budgétaires, pas seulement de l'État, d'ailleurs on peut aller les chercher au niveau européen. Les 5 années passées ont été l'occasion pour VNF de percevoir des crédits européens, pas seulement pour Seine-Esco, pour le Grand Canal, mais aussi pour d'autres projets sur son réseau. Donc c'est une nouveauté. Les collectivités locales, et je les en remercie à chaque fois qu'il y a une manifestation publique permettant de le faire, dans les contrats, accompagnent la contractualisation d'objectifs de moyens d'investissement réels à l'appui de l'établissement. Et puis, nous pouvons développer l'autofinancement de l'établissement. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Je crois que là-dessus, c'est un sentiment partagé avec la directrice générale, il y a des marges de progrès. Pour terminer sur le sujet de l'investissement, qu'est-ce qu'on pourrait demander à la Conférence nationale du financement des mobilités? On y reviendra peut-être, mais c'est un effort sur l'intermodalité. Voilà. S'il y a une idée, à mon avis, cruciale, peut-être à garder, vous avez évoqué la stagnation des parts de marché. Si on regarde l'évolution des parts de marché en fret de l'établissement, depuis 50 ans, d'accord, donc le milieu des années 70 à aujourd'hui, on est passé en 73 de 87 millions de tonnes transportées dans l'année à 44 millions de tonnes en 2023. Pour l'essentiel, en fait, cette division par deux, c'est la disparition du fret sur le petit gabarit. C'est la conteneurisation du fret à l'échelle planétaire, européenne et donc nationale. Et c'est le fait qu'évidemment, seul le grand gabarit permet de transporter les containers. Si vous utilisez le petit gabarit, eh ben, il faut décontaineriser, reconditionner. Une fois que vous êtes arrivé sur un port, il faut reconteneuriser. Donc ça ajoute trop, évidemment, d'étapes logistiques et de manœuvres pour être rentable. Donc clairement, alors il y a bien sûr la fin du charbon, la fin du bois, avec la décarbonation de l'économie qui ont joué leur rôle, mais le facteur massif, c'est la disparition, pas totale, mais à 90% du fret sur le petit gabarit. Vous me voyez venir, ça veut dire qu'il faut s'axer prioritairement sur l'utilisation du grand gabarit, pour deux raisons. La première, c'est qu'il est sollicité au mieux pour le Rhin à un tiers de sa capacité. Donc on a d'énormes réserves de transport sur le grand gabarit. Et la deuxième raison, c'est que là où le grand gabarit existe, il a des parts de marché qui ne sont pas ridicules. J'évoquais le Rhin, c'est un tiers de parts de marché. Alors il y a la culture allemande, j'en conviens, mais c'est un tiers de parts de marché. On pourrait évoquer la Moselle ou la Seine, on est à presque 20% de parts de marché. Sur le dispositif ESCO ou Rhône-Saône, on n'est plus qu'à 10%. Mais en tout cas, on est largement au-dessus des 3% nationaux. Donc, je crois sincèrement que sur le grand gabarit, il y a un effort à faire qui est un effort de transfert modal et d'investissement sur les ports fluviaux, sur la logistique, mais en étant dans une logique de partenariat. Partenariat dans la gestion des ports avec les collectivités, partenariat aussi avec les logisticiens et les professionnels de la logistique européens sur la gestion de ces ports. Vous m'avez interrogé aussi... Là, j'ai essayé de traiter rapidement les investissements et les parts de marché, on y reviendra si vous voudrez. Vous m'avez interrogé aussi sur les finances de l'établissement et notamment sur sa trajectoire d'effectifs. Alors, le point qu'on a toujours défendu, y compris devant les organisations syndicales, le président et les directeurs généraux sur la même longueur d'onde, c'est de dire qu'il est logique que l'établissement participe à l'effort d'assainissement des finances publiques de l'État et participe donc à optimiser les moyens de fonctionnement de l'établissement. Simplement, et vous l'avez très bien dit, l'établissement ne peut pas faire d'économie en poste sans revoir son organisation. Évidemment avoir encore des barrages avec des pales de bois manipulées manuellement, comme on le voit dans L'Homme du Picardie pour les amoureux des séries en noir et blanc, c'est pas normal au XXIe siècle. Ça mobilise beaucoup d'emplois. L'automatisation, la numérisation,
la commande à distance et la gestion à distance du barrage ou de l'écluse, évidemment, permettra des gains en effectif. Mais ces gains en effectif ne sont possibles qu'une fois qu'on a fait les investissements. Or, Bercy, vous le savez tous, est une administration extrêmement visionnaire, donc parfois elle anticipe de 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans les résultats des investissements, elle fait des économies tout de suite, mais elle ne doute pas qu'un jour ou l'autre, ils finiront par se justifier. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a évidemment toujours refusé. Donc on a débattu d'une trajectoire réaliste sur les emplois, d'où cette pause de 3 ans qu'on a demandé au COP sur le plafond d'emploi, qui avait pour but, puisqu'enfin on a des crédits pour la régénération du petit réseau et pour des travaux de modernisation légers, je dirais, d'accélérer puissamment sur la commande à distance des écluses et des barrages, sur l'automatisation, la numérisation du réseau. Si on ne fait pas cet effort d'investissement pendant 3 à 4 ans, on ne pourra pas économiser des postes dans l'effectif général de VNF sans mettre en cause le service public à certains moments de l'année. L'été, par exemple, ou sans manquer d'effectifs en cas d'incident. Ont été évoquées les crues du Nord-Pas-de-Calais. Elles sont marquantes pour VNF, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais 90% du réseau d'eau du Pas-de-Calais, c'est le réseau VNF. C'est le département où le réseau d'eau est le plus géré par VNF. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'avais insisté auprès du gouvernement pour éviter une baisse du plafond d'effectifs. J'avais même proposé VNF arrivant à rentrer mieux ses recettes propres que ce qui était prévu au budget, que nous rendions la somme correspondant au poste en crédit, mais qu'on nous laisse au moins cette liberté de gérer nos recettes de manière optimisée, de gérer nos crédits d'intervention de manière optimisée et de garder nos effectifs pour le service public au quotidien. Ça n'avait pas été possible dans l'amendement que vous évoquez. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, parce que certains peuvent s'interroger aussi sur mon indépendance politique vis-à-vis de la majorité, c'est la raison pour laquelle moi j'ai soumis au conseil d'administration, qu'il a adopté à l'unanimité, une résolution demandant au gouvernement, soit une fois les services votés confirmés, soit en cas d'adoption d'un PLF 2025, enfin d'une LFI donc 2025, de revenir sur cette question de plafond d'effectifs. Et pour ma part, d'ailleurs, je me suis abstenu sur le budget proposé par l'établissement, par la tutelle, parce que justement, il y avait, contrairement au COP, une baisse d'effectifs qui ne se justifie pas de mon point de vue, parce que je le redis, nous pouvons faire les mêmes économies sur les crédits courants de l'établissement sans aucune difficulté. Et le climat social dans l'établissement n'en sera que meilleur. Sur les 2 autres points que vous avez évoqués, l'adaptation climatique, les collectivités locales. L'adaptation climatique, pour moi, c'est le prochain chantier en fait majeur de VNF. Ainsi, il faut tracer des perspectives pour les 5 ans qui viennent. Vous l'avez compris, il y a poursuivre les investissements sur le réseau, poursuivre le développement de VNF comme un acteur majeur du fret, avec notamment un travail cette fois-ci par axe et une modernisation des infrastructures portuaires. Je pense que le défi du fret dans les 5 ans qui viennent, c'est la modernisation des ports. Avec la poursuite, bien sûr, de la modernisation des axes. Mais c'est la modernisation des ports. On est dans un cul-de-sac européen, nous, la France. Aujourd'hui, la Seine est un cul-de-sac. Le dispositif ESCO Nord de France est un cul-de-sac. Ce sera différent après Seine Nord Europe. La Moselle est un cul-de-sac. Saône-Rhône est un cul-de-sac. Il n'y a pas de lien entre ces grands axes européens. Donc l'intermodalité est fondamentale. Ça, c'est pour moi le sujet des 5 ans qui viennent sur le sujet fret. Mais le grand sujet, c'est la gestion de la ressource de l'eau, transition écologique, et la production d'énergie renouvelable, transition énergétique. Et je voudrais, si vous le voulez, rapidement dire quelques mots sur ces 2 éléments. Un, sur la gestion de ressources de l'eau. Nous plaidons, la directrice générale et moi, dans le même sens que vous, monsieur le rapporteur, c'est-à-dire que nous souhaiterions, et ça ne peut se faire qu'avec le Parlement, parce qu'il ne s'agit pas de léser les collectivités locales, il s'agit plutôt de simplifier le travail avec elles. Nous souhaiterions que VNF puisse être reconnu comme un acteur GEMAPI. 6 700 km de réseau, 60 retenues d'eau. Qui peut dire que ça n'est pas un moyen de réguler la ressource de l'eau, de faire de la retenue pour prévenir les sécheresses, pour empêcher les risques d'inondation, faire face aux intempéries majeures? Je vais prendre un exemple courant dans ma région, vous me le pardonnerez. Dans les axes qui ont fait l'objet d'investissements ces dernières années, il y a l'axe Vosges, le canal des Vosges, qui est un canal petit gabarit. Les retenues d'eau sur le canal des Vosges ont vu leur capacité doubler. Vous n'avez pas eu de ZAD, vous n'avez pas eu de zadistes. Voilà, personne n'est venu avec des casseroles s'attacher aux arbres. Pourquoi? Parce que tout le réseau VNF, et notamment ces retenues d'eau, font partie du paysage, généralement depuis Fraissinet.
depuis la fin du 19e. Donc aujourd'hui, on a, à travers le réseau VNF, plus de profondeur de l'ensemble des canaux, le développement des retenues d'eau existantes, l'ajout de quelques retenues d'eau, on a la possibilité d'avoir un acteur GEMAPI de premier plan à travers VNF. Et nous plaidons dans ce sens. Ça ne nous empêche pas d'agir intelligemment avec les collectivités locales. Nombreux sont les exemples que je pourrais vous donner de transfert de délégation de maîtrise d'ouvrage, pour être plus précis, de nos digues, notamment, à des collectivités locales qui exercent la compétence GEMAPI. Mais ça ne sera pas suffisant. Je pense qu'il faut qu'on puisse nous-mêmes être un acteur GEMAPI de premier plan. Donc oui à cette évolution. Elle va évidemment impacter les équilibres financiers. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on prenne le temps d'y réfléchir, le gouvernement, le Parlement, l'établissement. Mais je pense que c'est une étape majeure à venir. Deuxième sujet, l'énergie. Vous le savez, on multiplie les petits barrages et les micro-barrages sur le réseau. Il y a de ce point de vue-là un potentiel énorme. Nous testons sur l'axe Rhône ce qu'on appelle des hydroliennes, qui sont donc des petits dispositifs que le courant d'eau amène à produire des sortes de micro-turbines qui sont sur les berges du canal. Ça fonctionne et ça produit des résultats intéressants. Puis bien sûr, nous avons identifié 40 000 hectares de fonciers disponibles de VNF qui ne sont pas nécessaires à la modernisation du réseau des canaux, qui ne sont pas aujourd'hui nécessaires au développement des ports et qui donc pourraient faire l'objet, par exemple, d'une politique de solarisation. Leur délai de disponibilité peut correspondre au délai d'amortissement d'un dispositif photovoltaïque. Donc, nous pouvons être un partenaire sur l'eau, nous pouvons être un partenaire sur le renouvelable, direct et indirect. Je rappelle que les centrales nucléaires sont les premières sources de prélèvement d'eau dans notre réseau. Je rappelle aussi qu'on ne fait pas d'hydrogène vert sans eau et que nous sommes de plus en plus confrontés à des partenariats avec des industriels devant produire de l'hydrogène qui ont besoin d'une alimentation en eau et qui se tournent vers nous. Donc vraiment, c'est un sujet clé pour nous, mais je le pense, clé pour le pays, et c'est une utilité supplémentaire de VNF pour le pays. Moi, je voudrais, pour terminer ce sujet de l'adaptation climatique, simplement dire que sur ce sujet, l'objectif de VNF, c'est vraiment de pouvoir entrer dans un tour de table. Voilà. Il ne s'agit pas de s'approprier une compétence nouvelle et de la retirer à d'autres. Il s'agit très clairement de mettre à disposition d'une compétence qu'aujourd'hui nous ne connaissons pas ou peu, même si la loi d'orientation sur les mobilités évoque la gestion de ressources de l'eau dans les missions de l'établissement, mais nous ne sommes pas dans le tour de table des collectivités locales et des opérateurs de l'eau. C'est ça que nous demandons. Voilà. Sur, dernier point, les collectivités locales. Je pense que de toute façon, le statut de l'établissement mériterait un travail de modernisation, on va dire ça comme ça. La question n'est pas épique, peut se poser. Par exemple, si on veut développer les ressources propres de l'établissement, et il y a des perspectives réelles de ce côté-là aussi. Donc, refaire revenir les collectivités locales à l'établissement me paraîtrait une nécessité. Je crois même sincèrement que le pouvoir exécutif du directeur général n'est pas à remettre en cause. Mais on pourrait imaginer avoir un système à directoire et à conseil d'orientation et de surveillance. Et que les collectivités locales, comme les acteurs économiques du secteur, auraient toute leur place dans ce conseil d'orientation et de surveillance. Et après, on verrait comment les choses se feraient. Alors l'essentiel pour moi, et je terminerai par là, mais à côté de la gouvernance, c'est la contractualisation. Voilà. On a fait beaucoup de contrats nouveaux avec des collectivités locales. Je pense qu'on n'en a pas fait assez, au sens où tout notre réseau devrait faire l'objet d'une politique contractuelle avec les collectivités locales. Pour 3 raisons. Souvent on les appelle quelque part à financer. Soit avec des conventions de superposition des domaines pour le bloc communal, soit avec des opérations inscrites au CPER pour la région, parfois les départements. Donc moi je trouve que plutôt que d'aller tirer la manche cas par cas, ce serait mieux d'avoir un conventionnement global qui s'appuie sur un diagnostic et des ambitions partagées. On l'a fait avec certaines régions, les Hauts-de-France, le Grand Est. Deuxième raison, parce que c'est souvent les collectivités locales qui amènent un usage nouveau. Et j'en prendrai un seul exemple, c'est le petit gabarit. À chaque fois qu'on veut donner un usage nouveau à des maisons éclusières, à des ports de plaisance et à des canaux de petit gabarit, les collectivités locales sont porteuses d'initiatives nombreuses. C'est souvent elles qui apportent les idées. Voilà. Donc à un moment donné, il ne suffit pas d'investir dans le petit gabarit parce qu'on ne veut pas de la dénavigation. Il faut que cet investissement ait bien sûr un usage, une rentabilité pour les gens. Et je pense que les collectivités locales sont indispensables pour définir cet usage.
Et puis la troisième raison, je n'y reviens pas, je l'ai évoqué, c'est qu'elles sont en première ligne sur le sujet de la transition écologique et de la ressource de l'eau. Si nous voulons entrer autour de table, il faut aussi que nous ouvrions notre tour de table à ces acteurs. Voilà ce que je voulais dire en vous remerciant de votre attention. Stéphane Demilly. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le candidat. Vous avez évoqué dans vos réponses aux rapporteurs, en fin de votre intervention, donc l'intérêt du grand gabarit. Et bien sûr, en tant que sénateur de la Somme, je souhaite vous interroger sur le canal Seine-Nord-Europe qui devrait constituer en 2030 un maillon central de la liaison fluviale européenne. Cette section fluviale à très grand gabarit, plus de 107 km, traversera, comme vous le savez, les Hauts-de-France en reliant le grand bassin parisien à toute l'Europe du Nord. Il permettra la navigation de bateaux de fret transportant l'équivalent en marchandises de 220 camions, ce qui en fait un atout déterminant de verdissement du fret, sous réserve, et vous l'avez bien précisé dans votre intervention, sous réserve du transfert modal, comme cela, bien sûr, est attendu par les investisseurs. Les travaux d'infrastructure ont commencé en 2022 dans l'Oise et les travaux portant sur le canal lui-même débuteront cette année dans le Noyonnais, dans le Santerre-Haute-Somme, mon secteur, et l'Artois-Cambrésis. Dans la Somme, les dernières années ont été consacrées aux études de projet, aux concertations, aux aménagements, notamment les aménagements environnementaux et bien sûr aux procédures d'autorisation qui sont particulièrement longues et lourdes. La mise en service est prévue en 2030. Seine-Escaut, premier projet européen de transport, est développé en partenariat entre la France, via la Société du canal Seine-Nord-Europe, VNF bien entendu, la Flandre et la Wallonie. Comment envisagez-vous cette collaboration dans les années à venir afin de garantir la tenue d'un calendrier particulièrement exigeant ? Par ailleurs, le projet bénéficie de subventions européennes dans le cadre du MIE, du mécanisme pour l'interconnexion européenne. Quelle est votre stratégie, monsieur le candidat, dans un contexte de forte tension dans les financements européens pour que le canal continue à bénéficier de financements suffisants et s'impose bien sûr à long terme comme projet prioritaire du transport fluvial ? Merci. Je vais donner la parole à Jacques Fernic. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur Hénard, au vu de l'intervention que vous venez de faire, bon, j'ai déjà des éléments de réponse, bien sûr. Donc, il s'agit plutôt de demandes d'approfondissement. Ne pensez-vous pas que la stratégie nationale fluviale nécessite encore d'être retravaillée sur deux axes particulièrement. Premier axe, celui de la régénération de l'entretien des canaux, enjeu récurrent et crucial, de la reconstitution d'un maillage d'infrastructures qui sont les conditions absolument nécessaires à la performance du fluvial et donc au report modal qu'il peut permettre. On ne peut pas en rester effectivement autour des 2-3%. Deuxième sujet, celui au-delà des grands axes et de la focalisation sur la Seine, qui est évidemment plutôt l'orientation dominante portée par les armateurs, celui donc de la nécessité de ne pas se limiter au ce que j'appellerais un parisianocentrisme. Le travail, par exemple, collectif intéressant qui a été effectué en Nouvelle-Aquitaine et sur Bordeaux montre qu'il y a de l'avenir pour le petit gabarit, vous l'avez évoqué, au-delà de la seule augmentation de trafic sur les grands axes. Enfin, si le contrat d'objectifs et de performance devrait permettre de sécuriser sur 10 ans le budget d'investissement de l'ordre, je crois, de 300 millions par an. Encore faudrait-il effectivement que le PLF ne contrecarre pas les engagements du COP, engagement d'une stabilisation d'effectifs sur 3 ans, en contraignant dès maintenant à une baisse des ETP, rompant ainsi la promesse sociale et mettant en cause le service public parfois, vous l'avez dit. C'est bien ce sur quoi le Sénat peut revenir dès lundi, cher rapporteur. Il y a un amendement là-dessus, c'est pas fini cette affaire. Le COP entend enrayer la dégradation du réseau et sa modernisation, donc son attractivité, mais paradoxalement en reposant fortement sur la hausse des redevances hydrauliques et des recettes propres, donc des augmentations conséquentes de tarifs pour les usagers. Alors François Durovray reconnaissait que le COP devait être revu pour que la trajectoire qu'il engage corresponde mieux aux besoins. Il manque encore 1 milliard, dites-vous. Le bénéfice du réseau VNF, enfin, vous l'avez évoqué, particulièrement au regard du réchauffement climatique avec sa capacité de stockage et de restitution et son potentiel énergétique, bien au-delà de la seule fonction transport, ne nécessite-t-il pas de sortir d'un modèle économique daté pour mieux répartir le financement et l'entretien et effectivement vous reconnaître comme un acteur GEMAPI? Merci. Je vais donner la parole à notre collègue Jacquin.
Merci, Président. Bonjour, cher Laurent. 3 questions pour permettre également un approfondissement, parce que les sujets ont déjà été évoqués. En décembre 2023 a eu lieu une revoyure ambitieuse du contrat pluriannuel avec l'État. Au vu des restrictions budgétaires actuelles que nous pourrons peut-être partiellement lever ce lundi, faut-il renégocier ce contrat pluriannuel avec l'État? Et une autre question qui m'intéresse beaucoup venant du Grand Est, sur les relations nouvelles sans transfert que nous pourrions imaginer avec les territoires et les acteurs publics locaux. Enfin, une dernière question qui n'a pas été évoquée sur la domanialité et le statut foncier de VNF. Actuellement, VNF est l'État est propriétaire du foncier qui est mis à disposition de VNF, mais il y a une rigidité considérable qui nécessite des avis ministériels fréquents dès qu'il y a un petit mouvement foncier à obtenir. Quel statut pourrait-on imaginer pour améliorer la gestion quotidienne de VNF? Merci. Merci. Je vais donner la parole à Martha de Cidrac. De ces dernières années, certaines communes de mon département, je suis sénatrice des Yvelines, subissent la fragilisation des berges de Seine de plein fouet. Inquiètent d'ailleurs toutes ces communes qui sont courues pour leur patrimoine touristique. Ah, faut-il que je recommence? M'avez-vous entendu? C'est bon? Très bien. Inquiètent des risques encourus pour leur patrimoine touristique, les ouvrages à proximité ou tout simplement la sécurité de leurs habitants et se tournent souvent vers vous, vers VNF, comme seul recours. Je prends pour exemple la commune d'Andrézy, dans mon département donc des Yvelines. Ces berges ont été fortement fragilisées par les crues de 2018, ensuite 2021, si bien que plusieurs effondrements ont été constatés. Suite aux études menées par VNF sur certaines zones touchées, seules les berges situées à proximité des ouvrages de VNF ont bénéficié de travaux de renforcement en avril 2022 pour un montant donc de 5 millions d'euros. De son côté, la commune s'inquiète car ces travaux sont loin de répondre aux problèmes dans son ensemble sur toute cette zone. VNF a considéré qu'il n'y a pas vraiment de sens à lutter contre les méandres du tracé du fleuve, ce que l'on peut entendre jusqu'à un certain point. Toutefois, cela ne répond pas aux inquiétudes de la commune. Donc moi, j'ai une question, Monsieur le Président, alors qu'évidemment, on a le dérèglement climatique, on a les trafics, on a les différents usages de nos cours d'eau. Quelle sera en réalité la position de VNF dans le futur à l'égard des communes qui réclament en réalité d'être soutenues parce qu'elles sont totalement démunies face en réalité à ce type de problèmes qui surviennent de plus en plus fréquemment. Et c'était ma question. Et puis je me permets, puisque nous parlons des Yvelines, aussi de saluer le travail de vos équipes s'agissant des berges d'Épône, puisque fin novembre a été terminé un grand chantier, en fait, en déblaiement de décharge, d'une décharge sauvage de 62 000 tonnes. Donc voilà, je saisissais cette occasion pour dire que, comme quoi, lorsque vous vous mobilisez au service de nos territoires, ça se passe très bien et tout le monde est satisfait, mais qu'en est-il des effondrements éventuels, comme parfois nous le constatons le long des berges des Yvelines? Je vous remercie. Merci. La parole est à Rémy Pointreau. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président candidat, vous avez évoqué tout à l'heure la volonté de VNF d'avoir la compétence GEMAPI. Or, comme vous le savez, donc cette compétence a été transférée de l'État aux collectivités, aux EPCI, aux communautés de communes. Alors, je voulais savoir si vous étiez prêt à vous associer à ces établissements publics intercommunaux et éventuellement aux établissements publics de bassin pour financer ces opérations, puisque dans mon département, nous avons la Loire et le canal latéral à la Loire. Or, les digues donc incluent le canal latéral et la Loire. Aujourd'hui, l'État demande à 3 communautés de communes d'inscrire dans leur bilan comme propriété domaniale 150 millions d'euros à leur budget et de provisionner donc des sommes
astronomiques pour faire face à l'entretien des digues. Et ça pose un problème financier énorme pour ces communautés de communes, alors que les établissements publics de bassin ne souhaitent pas forcément reprendre la compétence qui a été dédiée aux communautés de communes pour des raisons financières. Et là, ça pose vraiment un gros problème. Est-ce que vous êtes prêts à vous associer, encore une fois, à ces communautés de communes qui ne pourront pas, de toute façon, ni inscrire dans leur budget c'est des sommes considérables et entretenir les digues à terme, puisqu'en plus, vous êtes aussi partenaire, quelque part, de cette... et associé. Merci. La parole est... Merci. Voilà, ça fonctionne. Revenir sur ce que vous avez évoqué relativement au potentiel foncier de 40 000 hectares pour éventuellement implanter des centrales ou des photovoltaïques, des parcs. Savoir où vous en étiez. Est-ce que vous avez, comme la SNCF et ces 100 000 hectares, besoin, ou allez-vous créer une filiale, une structure dédiée ad hoc pour piloter l'ensemble de ces opérations? Où en êtes-vous? Y a-t-il un échéancier? Sur quel potentiel? Nous avons besoin, et c'était dans le cadre du texte accélération des énergies renouvelables, besoin du maximum de foncier d'ores et déjà soit artificialisé, soit disponible, mais qui n'accueille pas d'activité agricole, pour éviter justement d'aller consommer des terres agricoles avec ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme. Concentrons-nous sur les bâtiments existants, sur les sols d'ores et déjà artificialisés ou disponibles, pour accélérer la transition avec ce photovoltaïque. Donc merci de nous dire très précisément où vous en êtes, qui chez vous gère cette affaire, pour qu'on puisse avoir un échéancier avec les puissances éventuellement produites dans les années qui viennent. Et en tout cas, avant que le parc nucléaire s'étoffe. Merci. Je vous propose de répondre à mes collègues. Merci. Voilà. On va commencer par le sujet Senesco, monsieur le sénateur Demilly. Alors, peut-être rappeler à tout le monde, je ne suis pas sûr que tout le monde sache, vous le savez bien, je ne suis pas sûr que tout le monde sache le point un peu délicat dans lequel nous sommes aujourd'hui. Seine-Escaut, c'est 1100 km de canaux pour relier l'Escaut qui est à grand gabarit à la Seine qui est à grand gabarit. Pour faire simple, hein, c'est un peu plus nuancé que ça, mais pour faire simple, il y a 200 km à faire. 100 km sont faits par un nouveau canal qui est porté par une société de projet, la Société du Canal Seine-Nord Europe. 100 km sont de la charge de VNF qui met en place une procédure particulière de PPP qui s'appelle MAGEO, mise à gabarit européen de l'Oise. Donc, c'est pour vous dire, voilà, la moitié est, on va dire, externalisée à VNF avec une société dédiée, la moitié reste dans notre budget. Je parle en termes de distance. Vous imaginez bien que l'essentiel en termes de coût, c'est évidemment le nouveau canal à grand gabarit. Nous avons un engagement européen quand même sur ce projet. Je rappelle que c'est le plus grand projet de mobilité européen, aujourd'hui inscrit dans les programmations de l'Union européenne. Nous avons un engagement de financement à hauteur de 50% par l'Union européenne, ce qui quand même est... Voilà. Donc, on a un cadre qui est propice. On s'est adapté au cadre. Vous l'avez évoqué, il y a un groupement européen d'intérêt économique qui a été constitué entre la Société du Canal, VNF, l'administration de la Flandre et l'administration de la Wallonie en charge de la navigation, puisque là-bas c'est géré en régie par la Flandre et par la Wallonie. C'est d'ailleurs VNF, je tiens à le dire, qui assure la gérance de ce groupement européen. Donc on est au premier plan du portage. D'ailleurs, VNF s'est réorganisé pour cela, ce qui a amené en 2021 la création de la DIMOA. Bon, on ne va pas rentrer dans les sigles, mais retenez que tout ce qui était études, conduite de marché, conduite de chantier, maîtrise d'ouvrage, était avant très fortement structuré dans les échelles régionales. On a constitué une direction nationale très forte, avec l'objectif justement d'être à la hauteur de ces grands projets, par exemple. Nous avons d'ailleurs perçu déjà 1,8 milliard d'euros de la part de l'Union européenne,
Quelle est l'alerte? L'alerte, c'est que dans le cadre du mécanisme pour l'interconnexion européenne, donc c'est le programme européen dans lequel on va chercher l'argent, le MIE, dans le dernier appel à projet, nous n'avons eu que 50% de notre sollicitation. C'est lié, vous avez raison, à la réduction des moyens budgétaires, ou plutôt à la multiplication des demandes et des sollicitations au budget européen, qui, lui, n'a pas d'élasticité pour l'instant. Donc, il nous faut réagir et nous adapter à cela. Puisqu'on parle quand même d'1,2 milliard d'euros baladeur, si je puis dire. Enfin, vous vous demandez le delta, qu'est-ce qui manque? Ce qui manque, c'est 1,2 milliard d'euros, donc c'est quand même pas rien. Alors pour ça, on a 4 étapes stratégiques possibles, à mon avis. La première, c'est de remonter au créneau, tout de suite. C'est de faire en sorte que, du côté de l'Union européenne, on puisse, en mettant à jour, en fait, notre projet d'investissement, on puisse être encore plus clair, encore plus précis. L'inflation sur les projets a amené quand même à ce que nous ayons parfois des manques de précision sur les montants, sur les calendriers de chantier de certains éléments de l'opération. On a été impacté, comme tout le monde, par la flambée des matières premières. Donc je crois que du côté de la maîtrise d'ouvrage, il y a un effort à faire de mise à niveau. Cet effort, il est en cours. Deuxième mesure, il faut qu'on élargisse le champ des défenseurs. Aujourd'hui, c'est un projet franco-belge, d'une certaine manière, dans la maîtrise d'ouvrage. Or, relier la Seine et l'Escaut à grand gabarit, ça ne concerne pas que la France et la Belgique. Ça concerne la Hollande, ça concerne l'Allemagne, ça concerne par ricochet le réseau Rhin-Danube. Donc on doit pouvoir aller chercher des points d'appui auprès des pays qui aujourd'hui ne sont pas dans le tandem franco-belge. Alors ce n'est pas VNF tout seul qui va le faire, c'est clair. Ça doit mobiliser évidemment l'État français. Mais je crois que de ce point de vue-là, il y a quelque chose qu'il faut faire tout de suite. Troisième élément de réaction, c'est préparer le MIE suivant. Vous savez, les programmes européens ont des séquences pluriannuelles. Donc le MIE, dans lequel on n'a pas eu la somme qu'on voulait, se termine en 2027, c'est demain. Enfin, pour des procédures de fonds européens, c'est demain. Elles sont un peu longues. Donc je propose que tout de suite, on fasse la maquette du MIE 2028-2032. Puisque de toute façon, les travaux ont vocation à durer au moins jusqu'en 2030. Avec les finitions, les abords, les éléments connexes, portuaires, etc., on aura encore de l'investissement en 31-32 sans aucun doute. Donc il faut qu'on prépare tout de suite notre stratégie et notre schéma MIE 2028-2032. Enfin, quatrième et dernier élément, à mon avis, de mobilisation, c'est évidemment de faire jouer les acteurs économiques. Je pense que vous le savez, parce que vous connaissez bien le projet, les acteurs économiques n'ont pas été pour rien, pas dans l'inscription du projet. L'Europe était favorable à cette Nord-Europe depuis le début, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais était favorable à un niveau de financement maximal. C'est les acteurs économiques à l'échelle européenne qui ont obtenu ce résultat avec les États et les régions. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut remobiliser les acteurs économiques qui ont un intérêt évident à l'opération sur le fait que l'Union européenne doit suivre son calendrier. Je voudrais simplement dire, pour terminer mon propos, que comme vous l'avez compris, il y a 2 tiroirs. Il y a le tiroir Société du Canal, il y a le tiroir Magéo. Magéo est une opération moins compliquée et moins longue. La mise à gabarit de l'Oise est une opération moins compliquée et moins longue. Donc on doit pouvoir comment pourrait-on dire, la réaménager en termes de calendrier pour ne pas pénaliser la Société du Canal. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on ait cette intelligence d'articulation entre les 2 opérations, en sachant qu'il ne s'agit pas de renoncer à l'opération. Je vais être très clair. Je veux dire, si on renonce à Magéo, le nouveau canal est un cul-de-sac. Il n'est pas relié à la Seine. Donc Magéo est aussi indispensable que le nouveau canal. Simplement, dans un cas, on crée ex nihilo, donc on ne peut pas suspendre le chantier. Dans un autre cas, on travaille par phase sur un réseau existant. Donc on peut être plus souple dans la conduite des travaux, vous le savez tous. Voilà ce que je peux vous répondre sur les éléments de stratégie, monsieur le sénateur, et je suis à votre disposition par la suite si vous le souhaitez. Sur monsieur le sénateur Erlich, alors là vous avez... C'est complet, hein. Alors oui, je suis d'accord avec vous sur la régénération, je l'ai dit. Hein, quand je parle d'1 milliard qui manquerait sur 10 ans, c'est pour la régénération du réseau quasiment entièrement. Donc on est d'accord là-dessus. Vous évoquiez d'abord le grand gabarit en disant est-ce qu'on n'est pas trop centré sur la Seine? D'abord, on n'est jamais trop centré sur un axe quand il marche bien. Et de ce point de vue-là, Aropa est quand même quelque chose d'original, de singulier dans l'organisation du fret fluvial et des transports en France. Et pour l'instant, c'est quelque chose qui marche. Donc, développons-le. Simplement, je l'ai évoqué, le Rhin, 33% de part de marché, la Seine,
20% de part de marché. La Moselle, déjà, on descend à 18. Saône-Rhône, on est tout juste à 10. Donc il faut s'occuper des autres axes. Voilà. Donc sur l'axe Moselle, il y a un projet de Port Lorrain qui avait été envisagé en gestion publique, la gestion par un établissement public administratif, pour être précis, par un SMO, un syndicat mixte ouvert, ne correspond pas à la dynamique souhaitée par la région et les collectivités locales. On va sûrement reprendre ce projet qui n'est pas remis en cause dans son fondement, c'est-à-dire une gestion harmonisée, unifiée des 11 ports lorrains le long de l'axe de la Moselle. On ne va pas remettre en cause ce projet, simplement on va sûrement le placer dans un dispositif plus souple, type société d'économie mixte, dispositif que les collectivités locales connaissent bien d'ailleurs, et qui donc leur est familier. Il reste à définir, et vous avez raison, c'est sûrement le point à compléter dans la stratégie nationale fluviale, il reste à définir un projet à la hauteur du potentiel de Rhône-Saône. De ce point de vue-là, il y a des éléments qui commencent à s'assembler, notamment avec une priorité qui se dégage sur cet axe, qui est d'en faire un axe exemplaire pour les mobilités vertes et les énergies renouvelables. Alors, il y a la CNR, il y a la tradition hydroélectrique, il y a les centrales nucléaires le long de l'axe. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que déjà c'est assez facile. Mais on part un peu sur ce dénominateur commun qui pourrait mobiliser l'État, VNF et les collectivités locales. Reste à définir les modalités, là aussi, de gestion d'axe. Comment tous les ports de l'axe, avec le port maritime de Marseille-Fos, comment les ports de l'axe peuvent avoir une gestion coordonnée, un projet commun et avancer. Donc, je dirais à moitié oui à votre question. Je pense qu'on a des bonnes lignes d'action sur le Rhin, sur la Seine. Il faut les poursuivre. Il ne faut pas baisser la garde. Il faut rattraper le retard sur la Moselle et il faut achever la construction du projet sur Rhône-Saône. Vous avez évoqué GEMAPI et ça me permet de répondre aussi au sénateur Pointreau s'il le veut. Du coup, je fais parce que les deux ont évoqué le même sujet et ça fera la transition avec Madame la sénatrice Desidrac. Sur GEMAPI, l'idée est évidemment d'intégrer le tour de table. Sans remettre en cause les compétences territoriales, j'entends. La compétence aux collectivités locales, pour nous, elle n'a pas lieu d'être remise en cause. Simplement, on pense que le rôle dans la GEMAPI de VNF doit être affirmé par le législateur et doit lui permettre d'aller plus vite sur des procédures. Était évoqué la gestion du domaine public, par exemple. Voilà un exemple sur lequel le droit actuel de gestion du domaine public fluvial simplifie pas les choses dans les coopérations avec les collectivités locales. Donc on a quand même beaucoup de choses sur lesquelles on peut progresser. Sur GEMAPI, on ne va pas non plus se mentir. Il y aura le sujet de la ressource. Voilà. Je ne peux pas vous dire qu'il manque 1 milliard sur 10 ans et vous dire cash, la Loire, c'est open bar. Il y a de l'argent partout, vous inquiétez pas, VNF va payer tout ce que les collectivités ne peuvent pas payer. Je ne remets pas en cause les difficultés financières traversées par les collectivités locales aujourd'hui, soyons bien clairs. Donc il faut à un moment donné que cette discussion sur GEMAPI permette de dégager une ressource GEMAPI pour VNF, qui pourrait d'ailleurs permettre de moderniser la redevance hydraulique, c'est pour ça que je vous réponds ensemble, de manière intelligente. Aujourd'hui, tout le monde voit ce qu'est la RH, la redevance hydraulique. C'est une redevance de droit à tirer et non pas de consommation effective. C'est-à-dire vous avez, VNF vous autorise à ponctionner de l'eau sur le réseau ou d'ailleurs à déverser de l'eau dans le réseau, et c'est ce droit théorique à ponctionner ou à déverser qui donne lieu à redevance. Cette redevance, aujourd'hui, elle est payée pour l'essentiel par EDF, centrale nucléaire, et par 8 à 10 syndicats d'eau et d'assainissement français. Voilà. Donc, augmenter la RH aujourd'hui, c'est quand même pas rendre service au nucléaire français, d'une part, et ça va peser sur 10 territoires en France. Donc, c'est la raison pour laquelle la question de la modernisation de la RH se pose. Bon, moi, là, c'est un élément de conviction personnelle. Faible taux, large assiette, je pense que c'est toujours le plus efficace. Quand j'étais rapporteur pour l'archéologie préventive, on avait imaginé cet additionnel à la taxe d'aménagement pour l'archéologie préventive qui avait financé le fonds, etc. Je pense qu'on pourrait imaginer un petit filet d'additionnel à la GEMAPI qui permettrait de financer le réseau national des voies d'eau et des cours d'eau. Voilà. Et ça permettrait de dégager la ressource dont on a besoin pour intervenir ensuite sectoriellement. Et ça permettrait aussi de moderniser la RH et d'éviter de l'augmenter en faisant toujours peser sur les mêmes et donc en ayant des effets négatifs, notamment sur la production d'électricité à partir du nucléaire. Donc là, j'espère avoir répondu
au sénateur Erlich et au sénateur Pointreau. Donc oui, on souhaite le faire, on est demandeur. Et pour ne pas être hypocrite, voilà les pistes qu'on envisage sur la question des ressources pour permettre d'être au rendez-vous ensuite concrètement en matière de contractualisation et de financement. Dernière chose, vous avez évoqué... Ah non, c'est bon. Dernière chose, j'arrive au sénateur Jacquin. La revoyure 2023, est-ce qu'il en faut une nouvelle? Le foncier. Et dans l'Est, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Alors, sur la revoyure 2023, moi, je trouve que si l'État, déjà, respecte le COP, et notamment 2024, 2025, 2026, déjà, c'est bien. Est-ce qu'il faut faire une revoyure tout de suite? Ou est-ce qu'il faut préparer de manière un peu plus transparente? Et je pense que l'établissement serait heureux de pouvoir le faire avec les commissions concernées du Sénat et de l'Assemblée. La prochaine revoyure, parce que ça veut dire qu'on est en 25, que la négociation de la revoyure suivante, elle a lieu dès le 1er janvier 26. C'est demain. Je ne sais pas s'il ne vaudrait pas mieux avoir un mécanisme ouvert, et notamment ouvert au plan parlementaire, de préparation par l'établissement de la prochaine revoyure. Le Parlement nous aiderait grandement à ne pas être une sorte d'instance d'appel qu'on va voir parce qu'on n'a pas obtenu de l'État ce qui nous paraissait vital, avec en plus la difficulté que moi je peux venir vous voir et que le directeur général n'a pas le droit. Enfin, sur un plan éthique, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Ce serait mieux qu'on travaille avec vous en amont et qu'on porte ensemble. Sur la domanialité publique, vous avez raison, on doit pouvoir moderniser l'utilisation du foncier État. D'un mot, ce qu'évoquait le sénateur Jacquin est un vrai sujet. Si, par exemple, VNF veut donner une occupation de longue durée du domaine public ou céder un terrain dont il n'y a assurément aucun usage, il faut qu'on passe, en plus d'une moulinette VNF, comptable public, contrôle budgétaire et financier, qui déjà est assez copieux, il faut qu'on ajoute toute la procédure d'État en matière de cession d'immobilier d'État. Donc là, c'est quand même la double peine. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, simplifier ce sujet-là, permettre qu'il n'y ait qu'une seule procédure, ou celle de VNF ou celle de l'État, mais pas deux, ce serait déjà un avancement. Et puis deuxièmement, on peut imaginer vraiment ouvrir le débat sur le statut d'EPIC. Plus les financements sont hors État, venant de l'Europe, venant des collectivités locales, plus on veut pousser les feux sur l'autofinancement, et on a encore des progrès possibles sur le domaine public, sur les redevances du domaine public, plus, je pense, on doit aller vers une forme de budget qui soit plus réactive et permette un peu plus les financements. Sur le Grand Est, j'aimerais bien d'abord qu'on aille au bout du contrat qu'on a passé. Je rappelle que sur le Grand Est, 4 axes ont été visés dans le document qu'a préparé la région avec VNF et l'État. Le canal des Vosges s'est engagé, le canal des Ardennes s'est engagé, le canal de la Meuse, Madame la sénatrice, reste à faire. On pourrait imaginer faire une petite réunion en Meuse avec les élus locaux pour en parler un peu plus. Et puis le canal du Rhin au Rhône, qui est un petit canal mais important sur le fret régional, reste à faire aussi. Donc je propose que là-dessus on puisse déjà travailler. Je pense évidemment que le progrès avec la région Grand Est, c'est les ports lorrains, c'est la gestion intégrée des ports sur la Moselle et c'est le multimodal. La région Grand Est, vous le savez mieux que moi, ayant obtenu la délégation de la gestion de l'autoroute A31 et exerçant très fortement sa compétence ferroviaire, on a une région idéale de ce point de vue-là pour avoir un projet pilote en matière d'intermodalité. Voilà, si je peux vous permettre, une réponse qui n'engage pas l'établissement en l'état actuel, qui est un avis personnel. Dernière chose qui a été évoquée par Madame de Cidrac, donc c'est les berges de Seine. Alors pourquoi je parlais de GEMAPI avant? Parce qu'une partie de la réponse que je vous fais est dans GEMAPI. Alors honnêtement, on pourrait être bons copains et vous arranger votre affaire de berge si on en avait le budget. Voilà. Ce qui amène VNF à hiérarchiser entre le directement utilisable pour la navigation et le pas directement utilisable pour la navigation, c'est évidemment le fait qu'on n'a pas les fonds suffisants pour faire tout ce qu'on a à faire. Donc, on est coincé de ce point de vue-là. La réponse de principe et à terme, c'est évidemment le fait qu'on entre autour de table GEMAPI. Ça résoudrait le problème. On ne vous parlerait plus sur un bout de berge de Seine dans les Yvelines d'une partie qui touche la navigation et qu'on va refaire, et puis juste à côté d'une partie qui ne la toucherait pas et qu'on ne referait pas. Donc je crois vraiment que ce changement-là permettrait justement aux communes d'avoir VNF comme interlocuteur entier. Parce que le cours d'eau, c'est un élément entier, navigable ou pas. Donc on serait à la hauteur du rendez-vous. Si vous le souhaitez, moi je veux bien venir avec les services faire un petit tour chez vous pour voir
dans cet état de disette budgétaire, ce qui néanmoins est améliorable. Je rappellerai pour terminer mon propos, parce que chacun fait chacun fait sa liste de courses, si je puis dire, que nous pouvons aller plus loin dans le conventionnement avec la région Île-de-France, dont je connais tout l'intérêt de la présidente pour les Yvelines. J'évoquais la région Hauts-de-France, j'évoquais la région Grand Est. L'Île-de-France aussi est une région avec laquelle le conventionnement pourrait être prometteur et pourrait être plus développé. Après, je comprends qu'il y a des sujets difficiles. Il y a la Seine, il y a la connexion de la Seine avec le Grand Canal. Mais en tout cas, on pourrait peut-être regarder ça aussi. Je crois que j'ai répondu quasiment à tout. Ah oui, sur le sénateur Mandelli et les filiales pour le foncier et l'énergie. Alors, nous avons déjà une politique de filiales, monsieur le sénateur, et je sais que vous le savez, qui a servi pour l'essentiel à la valorisation immobilière du foncier de VNF. Notamment, VNF a une filiale qui a créé des SCI qui ont permis de développer dans l'alentour des ports, sur des terrains VNF, des unités de logement, de commerce ou de bureaux. Alors, un exemple visualisable, c'est Confluence. Quand vous êtes à Lyon, sur l'autoroute Confluence, voilà. Le tiers du foncier Confluence, c'est un foncier VNF, et nous avons travaillé avec la métropole du Grand Lyon par le biais d'une SCI. Donc nous savons faire des filiales. Pour l'instant, vous avez raison, parce que je crois que c'était ce qui était en filigrane de votre propos. Pour l'instant, vous avez raison, on l'a fait pour la valorisation foncière. J'ai évoqué le fait de mettre en place des SEM pour valoriser les axes. Donc vous voyez que dans notre esprit, on souhaite aller plus loin dans cette politique de développement de filiales, dans deux directions. La première, la gestion d'axes portuaires, mais qui intégrera la dimension énergie renouvelable. La deuxième, éventuellement, en dehors de ces grands axes, sur des projets donnés. Et là, c'est le conventionnement avec les collectivités locales qui pourrait nous amener à le faire. Sur les 40 000 hectares, ils n'ont pas encore été catégorisés dans le détail entre ceux qui sont imperméabilisés, entre guillemets, et ceux qui ne le sont pas. Parce que leur usage ne sera pas le même potentiellement. En revanche, on a déjà lancé sur des fonciers de ce type des AMI, des appels à manifestation d'intérêt, qui ont permis le développement d'opérations d'énergie renouvelable, que ce soit des micro-barrages ou que ce soit de la solarisation. Donc, pour l'instant, s'il faut répondre clairement à votre question, nous savons faire des filiales, nous n'en avons pas fait en gestion d'axe ou en gestion d'énergie. En revanche, nous avons développé déjà des AMI sur les deux domaines évoqués, hydroélectricité et énergie solaire. Premièrement. Deuxièmement, nous sommes en train de qualifier les 40 000 hectares. Ce n'est pas fait. Moi, je pense que d'ici la fin 2025, l'établissement aura procédé à ce travail, puisque j'ai vu, par exemple, dans la direction territoriale Est, que je connais un peu mieux que les autres, comme certains dans cette salle, j'ai vu qu'ils étaient en train de terminer l'inventaire des terrains. Voilà. Donc on pourra revenir devant le Sénat, si vous le souhaitez, avec cet élément de réponse. Je crois que j'ai à peu près oublié personne, si ce n'est le fret du petit gabarit qui a été évoqué, je crois. Je me demande qui a évoqué le fret du petit gabarit. C'est vous, monsieur le sénateur. Hein. Et j'avais oublié de vous répondre sur ce point. Alors, oui, le retour du fret sur le petit gabarit est possible. L'établissement en est convaincu. D'accord, on n'a pas fait le deuil. On ne dit pas fret grand gabarit et tourisme fluvial, cyclable, randonnée, petit gabarit. Ce n'est pas du tout la lecture qui est faite. Simplement, à chaque fois qu'on a eu du fret sur le petit gabarit, c'est les collectivités locales qui nous l'ont, je dirais, d'une certaine manière, certifié. C'est le travail notamment avec les régions qui ont la compétence de développement économique et avec le bloc communal et l'intercommunalité qui nous a permis d'identifier le potentiel fret et surtout de le qualifier, c'est-à-dire de rentrer dans le détail des choses. Quelle quantité? Est-ce qu'il y a une saisonnalité? Quelle fréquence est attendue? Donc pour moi, c'est un compartiment du conventionnement avec la région, pour répondre à votre question. Mais on n'abandonne pas l'idée d'un fret petit gabarit, bien au contraire. Mais il doit être dédié, adapté, donc il ne peut être que régionalisé dans sa définition. Bien, merci. D'autres questions à poser aux candidats? Eh bien, nous allons libérer le candidat et Franck Dersin va vous appeler pour que vous veniez voter. Je ne sais pas où on met l'urne. C'est pas où est l'urne. On va la mettre là. Laissez-moi sortir. Oui. Oui. Sinon, on va dire que j'influence.